Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Eh bien le bonjour mes très chers amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et j'ai eu récemment une idée eh bien d'une émission qui s'adresserait aux plus jeunes et aux débutants dans le petit univers de Warhammer. Cette idée a germé à la suite d'une petite discussion sur le Discord où nous parlions des piou-piou. Qu'est-ce que c'est qu'un piou-piou ? Eh bien, les piou-piou, c'est comme ça que je les appelle, moi, les jeunes, les débutants à Warhammer, allez, qui vont tourner autour des 15-20 ans. Je les appelle les piou-piou. Qu'est-ce donc qu'un piou-piou ? Eh bien, un piou-piou, c'est un tout petit oiseau qui est dans son nid et qui fait piou-piou toute la journée en attendant que sa maman lui ramène un petit asticot qu'elle va mettre directement dans son bec. Eh bien, moi, les débutants dans le hobby, je les vois souvent comme ça. Je les vois souvent comme des piou-piou. Comment ça se manifeste un piou-piou ? Eh bien, il va sur Discord. Piou-piou, bonjour à tous. Parfois il dit même pas bonjour. Piou-piou, comment on met du noon oil sur une figue ? Piou-piou, comment on fait la sous-couche ? Piou-piou, salut, je suis nouveau, je viens de jouer à Space Marine 2, quelqu'un peut-il m'expliquer les règles ? Piou-piou, vous me conseillez quoi comme matériel pour peindre ? Bref, le piou-piou, il arrive au milieu d'une discussion et voilà, il fait piou-piou, il attend que quelqu'un vienne lui mettre son petit asticot dans la bouche. Il arrive là un peu comme un chien dans un jeu de quilles, il fait piou-piou, parfois très fort, et il attend impatiemment que quelqu'un lui réponde, mais avec une solution clé en main, quoi. Piou-piou, j'y connais rien, apprends-moi tout. Le piou-piou, moi, je vois ça pas mal comme le symptôme d'une jeunesse qui est bien souvent beaucoup trop assistée, numériquement principalement, et habituée en fait à une espèce de bienveillance systématique, mais une bienveillance, moi, qui je trouve est un peu une bienveillance par défaut. Bon, on y est habitué maintenant, ça doit faire à peu près une vingtaine d'années que l'on élève des enfants rois. Les enfants rois, parfois, leurs parents sont surpris de les voir devenir des enfants tyrans. Je pense qu'on a tous vu ça au moins une fois, hein, les enfants rois qui deviennent tyrans. Moi, à vrai dire, cette éducation la plus bienveillante possible, etc., je trouve qu'en vérité, elle crée des monstres. Et à vrai dire, si on part dans un sujet un peu plus socio-politique, moi, j'ai même envie carrément de faire le lien avec une société qui devient de plus en plus violente. Bon, ça ne concerne que moi, mais moi, disons que cette éducation bienveillante à l'extrême, je ne la vois pas d'un très bon œil. À mon sens, la bienveillance, c'est quelque chose qui doit se mériter. Et si tu arrives sur un forum et que tu fais piou-piou, je vois aucune raison à cet instant T d'être bienveillant envers toi. Tu ne m'as rien prouvé, tu n'arrives pas avec une vraie démarche, tu fais juste piou-piou. À titre personnel, voilà, dans tout ce qui touche un peu à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, quelque part, c'est de ça dont on va parler, hein, c'est d'éduquer quelqu'un à Warhammer. À titre personnel, je préfère l'éducation qui prend un peu la forme de challenge. Tout simplement parce que j'ai grandi comme ça toute mon enfance, toute ma jeunesse, je me suis toujours fait challenger par tout mon entourage. C'est-à-dire que parfois, voilà, tu fais un dessin, tu le montres, évidemment, tu as envie de faire piou-piou parce que tu es dans un âge où tu fais piou-piou tout le temps, hein, tu vois, tu as 7 ans, tu passes ta vie à faire piou-piou. Bah non, tu vois, ton père, il va te dire « Ah ouais, non, mais là, tu vois, l'épaisseur de ton trait, c'est pas si ouf, quoi. Bah, recommence, fais mieux. » Tu vois, ce genre de petit challenge du quotidien qui te pousse un peu au cul. Donc voilà, il y a toujours évidemment une bienveillance, hein. Voilà, mes parents étaient très 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 gentils, mais il y a eu toujours un peu ce vœu de challenger un petit peu, de te pousser un petit peu, mon gars. Donc à titre personnel, naturellement, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc naturellement, c'est une espèce d'éducation qui aura toujours le plus de faveur de ma part. Je remercie grandement papa, maman pour ça. Donc
quand je dis challenge, l'idée n'est pas de pousser jusqu'à faire du compétitif, etc., mais principalement en fait tirer les gens vers le haut de la manière la plus constructive possible, et à vrai dire qui ne se débarrasse pas pour autant de la bienveillance. Mais voilà, une bienveillance qui ne doit pas être systématique. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gosses qui grandissent comme ça, avec une bienveillance systématique, et qui, arrivés à 15-20 ans, ils font encore piou-piou, quoi. C'est-à-dire, ils se comportent encore comme des enfants. Parmi un peu ces trucs liés à l'enfance, je vois vraiment très souvent également cette idée du discernement. Le discernement, quand on est enfant, on ne l'a pas. À vrai dire, je vois beaucoup d'individus, entre 15 et 20 ans, qui ont un discernement, mais digne vraiment d'un petit enfant, et ça se voit en fait quand ça cause sur les forums ou sur les Discord, quoi. Dans la mécanique d'enfant, par exemple, voilà, vous avez 2 ans et demi, vous allez faire popo dans un bol et vous allez présenter ce bol à votre maman en disant regarde ce que j'ai fait. Donc évidemment, vous n'avez pas le discernement nécessaire pour voir que tout ça c'est de la merde et que ça sent pas bon. Voilà, de la part de la maman en question, faut pas dire oh bravo mon chéri. Non, faut dire c'est de la merde, ça sent pas bon, ne fais plus jamais ça. Parfois, je vois se pointer sur des forums ou des discords des gars qui manifestement ont l'air très jeunes. Ils font voir, par exemple, la photo de leur figurine qu'ils viennent de peindre. C'est de la merde. Ça sent pas bon, ça on n'en sait trop rien, mais en tout cas c'est de la merde. Visuellement, voilà, il y a rien qui va, les bases elles sont pas propres, il y a rien qui va. Si vous voulez, ce petit gars là, il envoie tous les jours des figurines. Il envoie, voilà, ne serait-ce qu'en achetant une boîte de Warhammer, il voit que sur la couverture, il y a des figurines. Il voit à quel niveau c'est peint. Et si tu veux, quand tu te pointes sur un Discord en faisant voir un truc, mais qui n'a ni queue ni tête, et que tu dis j'en suis assez content, et que tu te contentes de dire ça, là, il y a un vrai problème de discernement. C'est-à-dire que tu as encore un discernement de petit garçon. Donc, le piou-piou, c'est tout ça. C'est quelque part quelqu'un qui est un peu resté enfant. Donc, je ne fais pas de généralité. Pour autant, dans la frange un peu 15-20 ans, tout le monde n'est pas un piou-piou. N'empêche que ce truc, je le vois quand même assez souvent. Si je reviens en arrière, il y a déjà 5 ans, je le voyais. Donc, si tu veux, c'était une occurrence. Ensuite, l'occurrence, à force de répétition, elle devient une récurrence. Et la récurrence elle-même, à force de répétition, devient carrément une analyse statistique. Et honnêtement, j'ai observé ça, c'est que les jeunes, ils sont largués. Ils font piou-piou, ils font n'importe quoi, ils ont joué à Space Marine 2, ensuite ils veulent tout faire en même temps. Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va vraiment pas. Donc, aujourd'hui, je vous viens en aide, mes amis piou-piou. Le but du jeu, c'est d'arrêter de faire piou-piou. Donc, je vous propose d'écouter mes vieux conseils de vieux con. Aujourd'hui, plus que jamais, je risque d'être un vieux con en vérité. Hein. Parce que là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas du tout de la même génération que moi, qui n'ont pas du tout grandi comme moi. Et si je dois faire le parallèle un peu entre nos deux générations, un des trucs qui a le plus changé, selon moi, c'est les mécaniques de recherche. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que moi, quand j'étais gamin, admettons, voilà, je suis en CM2, ma maîtresse me demande « Ouais, Maxime, tu vas faire un... » Putain, j'ai dit Maxime à l'antenne, ça va pas du tout. Ça. D'habitude, Maxime, j'entends ça quand j'ai pas été sage. Genre, tu sais, Maxime... Là, tu vois, je sais qu'il y a un truc qui foire. Bref, Brother Maxime, putain, ça sonne pas bien du tout. Donc bref, mes propres mécaniques de recherche, voilà, mon institutrice me demande, ok, Maxou, Brother Maxou, tu vas nous faire un exposé sur l'Australie. Ouais, du coup, à l'époque, tu vas à la bibliothèque, tu cherches, tu synthétises, tu mets en ordre tes idées, blablabla. À l'époque, c'était un exercice tout à fait classique d'école destiné à des enfants. Et en fait, quand on passe une jeunesse entière comme ça, avec des mécaniques de recherche qui, à l'époque, en fait, n'avaient aucune forme d'assistance. Je pense qu'à l'heure actuelle, honnêtement, il n'y a plus aucun prof qui demande à un élève de faire un exposé, parce que ça se passe comment maintenant, faire un exposé ? Tu vas sur Wikipédia, tu tapes Australie, imprimé, voilà, taillot, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai été habitué à faire ça.
de la recherche par moi-même, sans autre forme d'assistance que celle de mes amis ou de mes parents. Et tant et si bien que, avoir grandi comme ça, ce sont des mécaniques que j'ai toujours maintenues. Et à l'heure actuelle, par exemple, si je devais prendre un exemple concret, je n'ai jamais, par exemple, cliqué sur la moindre forme d'intelligence artificielle, tout simplement parce que ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Pourtant, même dans mon âge avancé, ça m'arrive toujours. Par exemple, parfois, tu vois, on me colle des exposés. Voilà, il y a pas longtemps, j'ai un client, il m'a demandé, quel type de diffuseur de Schroeder sera le mieux pour une pièce de récital de piano et tout. T'es là, chaud. Ok, j'ai fait des recherches. Et à vrai dire, je suis tellement habitué à faire des recherches à l'ancienne, c'est-à-dire comme quand j'étais un petit garçon qui allait à la bibliothèque, que cette mécanique, elle ne m'a jamais quitté. Et du coup, je fais mes recherches toujours à l'ancienne. Donc, naturellement, la bibliothèque, maintenant, c'est devenu Internet. Mais dans la mécanique, c'est la même chose. Je vais chercher, en fait, des articles, des ouvrages, des blogs et tout qui pourront un peu m'aiguiller dans mes recherches. Donc, je pense que ça, les piou-piou, malheureusement, ils en ont été privés. Le monde a énormément changé depuis. Donc voilà, si je veux faire les choses bien, il faut que je me mette un peu à la place d'un piou-piou, nourri en fait quelque part à l'accès facile en un clic et à l'accompagnement systématiquement à son écoute parce qu'il a été élevé comme un petit prince, ce petit con. Donc ce piou-piou, désormais, là, il fait face à Warhammer. Warhammer, qu'est-ce que c'est ? D'une, c'est un truc immense. De deux, c'est un truc qui existe depuis 40 ans, soit 2 fois l'âge moyen d'un piou-piou. Et troisièmement, c'est un truc infiniment complexe qui va faire appel à sa patience, sa stratégie, ses capacités artistiques, son abnégation, son budget et qui va lui bouffer la quasi-intégralité de son temps libre. Donc mon très cher Piu Piu, je suis d'accord avec toi, tout ceci n'est pas évident. À vrai dire, ça n'était pas bien différent à mon époque, c'est-à-dire que Warhammer 40 000, ou enfin en gros le monde de Warhammer, moi quand j'avais une dizaine d'années, c'était déjà quelque chose d'immense, mais par contre, l'offre, elle était immensément plus simple. Et c'était quoi l'offre Warhammer dans les années 90 ? C'était la boîte de base, le codex, le magasin Game Workshop et White Dwarf. Basta. Il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent en termes de quête d'information. On allait faire chier le manager du Game Workshop à Lille, rue de la Clé, on appelait les trolls de la VPC et on lisait des codex, des White Dwarf et des livres de règles. C'était absolument tout ce qu'on avait. Donc si vous voulez, le sentiment de faire face à quelque chose d'immense, il était néanmoins très bien accompagné et surtout très clairement. Depuis, le monde a explosé et il a principalement explosé numériquement. Le résultat de tout ça, c'est que cette offre matérielle que moi j'avais à l'époque, elle s'est absolument démultipliée via en fait des sources d'informations tellement innombrables qu'elle forme désormais une espèce de nébuleuse au contour vraiment impénétrable, de telle manière que notre cher Piu Piu, il ne sait même pas par où rentrer, ni par où commencer. Bref, on va remettre finalement de l'ordre dans tout ça, mon cher Piu Piu. On va remettre de la méthode. Une méthode, où tu vas savoir où aller. Donc pour ce soir, je suis désormais guide pour Piu Piu. Allez, venez par là les enfants, oubliez le centre aéré, venez avec Brother Maxou. Je suis guide pour Piu Piu dans l'univers de Warhammer. Donc le but de la manœuvre, déjà c'est d'arrêter de faire Piu Piu et également de commencer le wargame très intelligemment, c'est-à-dire en privilégiant la recherche, l'accompagnement suivi et la lecture. Putain, vous lisez plus assez, ça me déprime assez totalement. Mes très chers amis Piu Piu, la lecture, c'est votre meilleure arme dans toutes les catégories confondues, ainsi que l'écriture naturellement. Ouais, parce que les Piu Piu, évidemment, quand ils vous demandent comment on met du Nuln Oil sur une figurine, ils le font en faisant des fautes d'orthographe.
Ah là, putain, là, c'est salade tomate oignon, hein, on a la totale du piou-piou, quoi. Donc, commençons notre découverte de Warhammer, mon cher piou-piou, et commençons par une sacro-sainte règle du premier contact. Pour un premier contact avec Warhammer, alors ça peut découler de tout et n'importe quoi. Un copain qui t'en a parlé, un jeu vidéo que t'as kiffé. On va oublier pour aujourd'hui en fait les raisons qui vont t'amener à t'intéresser à Warhammer, mon cher Piu-Piu. Mais en tout cas, pour un premier contact, là, il y a une règle d'or. Tu oublies le numérique, il te faut absolument un livre de base. Le livre de base, peu importe la version, le livre de base donc qui est disponible dans les boîtes de base de n'importe quel jeu, ce livre, c'est tout simplement, à l'heure actuelle encore et toujours, le meilleur panorama possible sur un univers entier. Donc que ce soit 40K, AOS, Horus Heresy, que sais-je, le livre de base sera toujours ton meilleur compagnon pour découvrir les choses. Et donc, parmi ces livres de base, il y a même quelques chefs-d'œuvre. Hein. Là, en vrai, peu importe la version, mon cher Piu-Piu, tu trouveras sans doute à te faire prêter un livre de base. Alors, à 40K, tu peux très bien prendre la V10, mais la V3, ça marchera très bien aussi. Il y a même, en fait, quelques chefs-d'œuvre dans tous ces livres de base. Voilà, les livres de base V6, V7, V8, ils étaient excellents. Le livre de base d'AOS V4, par exemple, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Je vois pas d'autre mot. Il est génial, ce bouquin. Bref, fais-toi prêter un livre de base. C'est tout simplement la meilleure porte d'entrée possible. C'est pas bien long à lire, c'est trop fun. Voilà, il y a plein d'illustrations, il y a plein de trucs. Et au cours de cette première lecture, viendront naturellement les premières affinités. Alors, ces affinités, elles vont se créer suivant le lore, naturellement les figurines et également, pourquoi pas, les illustrations. Donc, il y a quelques affinités qui vont se créer et par-delà ça, par-delà cette première rencontre, déjà, tu sais de quoi on parle. Et à partir de là, tu vas creuser un petit peu. Donc, ces premières affinités, tu vas essayer un peu de les pousser plus loin. Donc, il pourra s'agir de factions, de théâtres d'affrontements, de personnages en particulier qui t'auront plu. Et là, en fait, même règle que le livre de base pour fouiller un élément en particulier, rien de mieux que les anciens codex, par exemple. Ce à quoi on va ajouter les vidéos de lore. Les vidéos de lore, elles vont t'apporter très facilement en fait des réponses à tes questions, à tes interrogations, et vont venir nourrir ta curiosité par rapport à une faction, un personnage, etc. Donc, parmi ces vidéos de lore, naturellement, je te conseille vraiment, mon cher Piu-Piu, de commencer par Planet Wargame. Planet Wargame, il a fait des vidéos sur à peu près tous les sujets de Warhammer 40 000, qu'il s'agisse de factions, de personnages, de planètes, de théâtres d'affrontement. Tu trouveras ces formats assez courts, hein, ces 10-15 minutes de mémoire, qui t'expliqueront tout. Donc voilà, les liens vont se créer tout seuls. Quelque chose va te taper dans l'œil, quelque chose va te plaire plus que d'autres, et tu vas creuser, mon cher Piu-Piu, jusqu'à avoir choisi ta première faction, ta toute première faction. Donc, si on en vient à ça, maintenant, mon cher Piu-Piu, tu sais de quoi on parle et tu n'auras pas fait Piu-Piu. Tu auras gentiment lu des livres dans ton coin et, à vrai dire, ces livres t'auront appris énormément plus que n'importe quel échange ou commentaire sur des réseaux sociaux ou des forums. Mon cher Piu-Piu, maintenant que tu as ce petit bagage encore maigre cependant, la deuxième étape, c'est qu'il va te falloir un copain, un hobby bro, hobby brother, hobby bro. Donc, il te faut un hobby bro. Ce hobby bro, il peut avoir plusieurs profils différents. Le premier type de profil, ça va être ton copain de galère. Il va débuter en même temps que toi. Il va multiplier
tes sources d'informations. Vous allez tous les deux, mes chers piou-piou, longuement cheminer ensemble et ça va être très très mignon. À vrai dire, c'est même une solution parfaite pour faire du partage matériel. Par exemple, quoi de mieux que d'acheter une boîte de base à deux. Vous partagez les figurines, vous prêtez le bouquin, vous faites du troc, vous allez échanger à la fois les bons plans, les bouquins, les petits tuyaux, les bonnes affaires, les techniques. Bref, le copain de galère. Et là, je dois en venir à mon histoire personnelle parce que ça a été complètement mon histoire à 100%. Et à vrai dire, des Hobby Brothers, j'en ai eu 3 ou 4 dans mes jeunes années. Et donc, si on pousse l'expérience du Hobby Bro à une petite bande, eh bien, avec une petite bande, les gars, vous ouvrez les portes de la meilleure expérience de hobby possible. Ça, c'est clair et net. Si vous êtes dès le début, en fait, dans le partage, si vous êtes dès le début accompagné, vous allez kiffer votre vie. Et donc, vous partez en fait sur un pied d'égalité avec ces gens-là qui vont découvrir le hobby en même temps que vous. Donc, ça peut prendre la forme d'une longue aventure erratique où il y aura beaucoup d'erreurs qui vont être commises. Ça peut être un apprentissage par l'échec, mais néanmoins, vous allez le faire avec des gars que vous aimez bien et l'expérience n'en sera que naturellement meilleure. Deuxième type de profil possible d'un copain de hobby, cette fois ce sera le mentor. Alors le mentor, souvent il va être plus vieux que vous mon cher Piou-Piou, il va être bienveillant mais sans doute pas bêtement, il sera à l'écoute mais pas tout le temps parce qu'il est vieux donc il est occupé, il élève des gosses, il organise des réunions Tupperwarp, bref il n'a pas que ça à foutre. Néanmoins ses conseils seront très précieux et feront parole d'évangile. Ou pas, s'il s'agit d'un con. Donc, ce mentor, il peut être votre papa, votre grand frère, le tonton raciste, le gérant du magasin, le président de votre association. Ça, ce sont des types de profils très courants qui ont généralement ce rôle de mentor. Et donc, en plus de ça, ce mentor, il est tout à fait cumulable avec votre ou vos copains de hobby, avec vos Hobby Brothers. Si vous avez à la fois la bande de jeunes piou-piou et le mentor, là, les gars, vous avez les deux, vous êtes le roi du pétrole. Vous avez absolument toutes les cartes en main pour mener une expérience de hobby solide. Autre type de Hobby Bros, ça va être naturellement, et là, nous sommes en 2025, donc c'est assez incontournable, le petit cercle numérique. Donc le petit cercle d'amis en ligne. Donc cette option, elle sera toujours moins bonne que les précédentes, car elle est désincarnée. Ce qui est désincarné est toujours moins constructif. Cependant, ce sera toujours un excellent complément à votre hobby bro et ou votre mentor pour tout simplement diversifier votre champ d'action et ouvrir la porte à d'autres domaines qui potentiellement pourront faire complètement dégénérer votre expérience. Et à ce titre, si je peux vous donner d'office un conseil d'ami, mes très chers piou-piou, c'est qu'au début, ne vous éparpillez surtout pas. Il faut surtout pas s'éparpiller, par exemple, dans ce qui sera votre première année de hobby. Parce que, après tout, vous avez une armée à monter, à peindre et un jeu entier à apprendre avec tout le lore qui va autour. C'est déjà une entreprise énorme et si vous vous amusez à démultiplier ce genre d'entreprise énorme, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, nous gardez ça à l'esprit. Warhammer, c'est un truc énorme. Ça va vous demander du temps et si d'entrée de jeu l'expérience par exemple du wargame avec des figurines vous vous éparpillez tout de suite sur un autre jeu alors que vous êtes encore en train de découvrir ce qu'est Warhammer, ça va pas le faire. Donc franchement, ne vous éparpillez pas, du moins dans un premier temps. Et donc, concernant ce cercle numérique, ici, pas de règles vraiment particulières. Enfin, du moins, pas de règles autres que de trouver un endroit où vous vous sentirez très bien. Voilà.
C'est juste ça. Entourez-vous de gens qui vous inspirent de la confiance, de la sympathie, qui sont sympas avec vous. Évitez en fait les communautés à effectifs monstrueux. Voilà, les Discord où il y a 5000 personnes. Si vous vous pointez là-dessus et que vous faites piou-piou, je vous jure que personne ne vous répondra jamais. Donc évitez les effectifs innombrables. Évitez également naturellement les cercles de vétérans endurcis. En tant que jeune piou-piou, faut pas vous pointer sur un Discord qui regroupe des joueurs de Horus Heresy qui ont plus de 50 ans, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Donc choisissez plutôt un endroit plus petit, plus rigolo aussi, bah voilà, quelque chose qui soit en adéquation avec vous, hein. Vous êtes jeune, vous êtes rigolo, vous êtes un piou-piou, il faut que vous trouviez des gars à peu près de votre âge. Naturellement, ça se passera toujours mieux. Mais également un endroit plus petit, plus rigolo, plus convivial, mais un endroit aussi qui n'hésitera pas un peu à vous challenger justement, comme je le disais précédemment, et surtout accepter de vous faire troller un petit peu. C'est tout à fait légitime de la part de vieux joueurs qui vous taquinent un peu sur votre peinture ou sur vos questions qui sont parfois un peu bêtes. Ne le prenez surtout pas mal. Bref, un petit cercle numérique, honnêtement, vous avez l'embarras du choix, hein. Si je prêchais pour ma paroisse, je dirais que le petit Discord de Ruralhammer est tout à fait sympathique et tout à fait débutant friendly, même si je parle souvent des piou-piou en me marrant. Mais en tout cas, des petits cercles numériques, il y en a partout. Ça peut être un forum, un Discord, une petite commu en ligne d'une chaîne YouTube que vous aimez bien. Voilà, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Donc, prenez votre temps en fait pour trouver un endroit où vous vous sentez bien dans l'espace numérique et bah, à mon sens le meilleur choix c'est ça, c'est l'effectif un petit peu réduit, quelque chose de plus humain quoi, quelque chose de pas trop désincarné où il y a des milliers de gens qui passent tous les jours où personne ne sait qui est personne. Moi j'aime bien les espaces en ligne où voilà on se dit bonjour, on se connaît un peu, parfois on s'est même rencontré en vrai, on a l'habitude de voir les travaux des uns des autres, on voit les gens progresser en même temps que nous, c'est tout à fait sympa et à mon sens dans n'importe quelle communauté de peintres bienveillante mais pas bêtement bienveillante, il y aura toujours de la place pour un petit piou-piou qui aura fait un peu de taf en amont, comme je l'ai dit, lire un peu de livres. Il n'y a aucun problème, donc bah, n'hésitez pas mes chers piou-piou, vous êtes tout à fait la bienvenue sur le Discord de Ruralhammer si vous ne trouvez pas de communauté qui vous satisfasse. Et pour parler de la dernière source possible de copains de hobby, bah naturellement, on va parler de l'association. Donc l'association, cette fois, on va être dans une forme d'accompagnement qui, elle, sera presque entièrement dédiée au jeu. Donc l'association, elle est tout autant cumulable que les autres catégories de copains de hobby. Et donc, si vous remplissez toutes les cases, vous avez à la fois des copains de galère qui commencent en même temps que vous avez un petit mentor, vous avez un petit cercle numérique où vous vous sentez bien et où les gens essayent de vous tirer un petit peu par le haut. Et bah, si vous ajoutez à tout ça une association, voilà, naturellement, c'est le menu entrée, plat, fromage, dessert et digestif, hein. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Bon, néanmoins, comme je l'ai dit, l'association, c'est quelque chose qui va tourner plus principalement autour du jeu et moins autour du lore, de la peinture, du modélisme et de toutes les autres facettes de notre hobby. En tout cas, cette étape du choix d'une association, elle est extrêmement importante, mes très chers piou-piou, car elle va finir par vous amener devant la fameuse question à laquelle vous n'échapperez jamais. Quel type de joueur es-tu, mon très cher piou-piou ? Quel type de joueur es-tu ? Alors ça, les gars, c'est absolument fondamental. Quel type de joueur es-tu et à quel jeu comptes-tu jouer ? Donc, on en a parlé d'innombrables fois sur Ruralhammer, il y a plusieurs jeux dans le jeu. Quel que soit le jeu que vous ayez choisi, il y aura toujours en fait une forme de schisme auquel en fait on va faire face assez inévitablement. Donc dans l'offre actuelle, on a la paire 40K et AOS qui est généralement très centrée sur le jeu égal, un jeu très normé, très encadré,
à tendance assez compétitive, où sur une table de jeu, eh bien, on va faire quand même pas mal d'abstraction en fait de ce qui se passe réellement. D'un autre côté, on a la case Old World et Horus Heresy qui eux en fait sont tout de suite beaucoup plus narratifs dans leur essence, beaucoup plus en fait techniques et donc portés sur la simulation, une simulation qui est poussée à un degré tel que la moindre petite particule d'équipement présent sur une figurine va se manifester en termes de règles. Donc abstraction versus simulation, ils en ont parlé ça il y a pas longtemps sur le Land Raider, ils en ont parlé très bien dans une émission qui parlait sur l'équilibre dans le jeu. Je pense qu'ils ont tout à fait bien saisi la chose. Actuellement, c'est vraiment les deux types de mécaniques différentes de jeux auxquels on fait face. C'est abstraction versus simulation. Autant dire finalement que le choix d'une asso, eh bien, il va être potentiellement compliqué. Pour beaucoup de joueurs, en fait, c'est le choix de cette association qui va conditionner leur manière de jouer. C'est-à-dire que voilà, tu vois, tu débutes, tu es un piou-piou, tu te pointes dans une asso, tu as une petite armée 40K et toi, tu te retrouves embarqué dans un jeu, waouh, très dur, que tu vois, c'est wow, putain, les listes elles plaisantent pas. Je viens de perdre 400 points en une phase de tir alors qu'on joue à 500. Tu vois, enfin voilà, la violence quoi. Et en fait, du coup, se retrouver dans ce type de cadre, eh bien c'est ça qui va porter ce joueur un peu largué, tu vois, qui sait pas encore trop bien qu'est-ce qu'il fait. Bah ça va le porter en fait très naturellement vers en fait un exercice du jeu plus compétitif. Ça, à mon sens, en fait, c'est une véritable erreur. La manière dont vous jouez, enfin dont vous voulez jouer plutôt, eh bien c'est vous et vous seul, mon très cher Piu-Piu, qui devrez fixer ça. Hein. Vous allez devoir fixer ce qui vous plaît plutôt que finalement d'adapter votre exercice à votre environnement. Si vous êtes dans une asso qui joue très très dur, bah, vous n'êtes pas obligé de jouer comme eux. Vous pouvez très bien partir de là et vous trouver un lieu où, en fait, on joue plus en adéquation avec ce dont vous rêvez. Donc, c'est-à-dire, est-ce que dans ta tête, tu es plutôt un joueur qui a juste envie de faire quelque chose de beau, une belle armée avec une histoire, tu as écrit un petit lore dans ton armée, etc. Bah voilà, hein, là, t'es tout à fait rural approved. Finalement, t'as rien à foutre dans une asso qui rassemble en fait des joueurs de Ligue 2 ou de Ligue 3. T'as rien à faire là. Ce n'est tout simplement pas ton monde. Donc en fait, ne vous pliez pas face à cet environnement en fait qui peut très vite en fait vous embarquer dans un exercice de jeu duquel en fait potentiellement vous aurez plutôt du mal à sortir. Donc le choix d'une asso, bah voilà, c'est tout simplement quelque chose de potentiellement important. Il faut tout simplement saisir quel type de joueur êtes-vous. En fait, mon cher Piu-Piu, qu'est-ce que tu as envie de faire en jouant à Warhammer? Donc peut-être en fait que le jeu dur, le délire un peu sportif, tu vois, chronométré, avec du score, avec un classement, tout ça en fait, tu vois, ce type de challenge, ça peut te plaire, mais sur l'autre versant, est-ce que tu as juste envie qu'une bataille, pour toi, ça raconte une histoire, avec des figurines bien peintes et tout? Donc potentiellement, tu peux trouver une asso qui corresponde à tes affinités, en fait, quelles qu'elles soient. Cependant, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux devant la géographie. Et trouver une asso, moi, je connais des gars, c'est simple, ils n'en ont aucune à leur portée, à moins de faire 1h30 de route, ce qui est assez inenvisageable pour faire une petite partie le vendredi soir. Néanmoins, j'en connais quand même qui le font souvent. Donc, on n'est pas tous égaux devant la géographie. Et à défaut d'association, utilisez le Tinder du Wargamer, c'est-à-dire My Hobby App. Honnêtement, ça marche encore. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Là, voilà, j'ai eu un petit contact sur My Hobby App. Le mec, il débarque de nulle part. Salut, j'habite pas loin. J'écoute Rural Hammer depuis 1 an. Quand est-ce qu'on joue? Là, tu vois, ok, viens boire un petit coup à la maison, mec. Y a aucun problème. Donc très cool. Un membre de plus potentiellement dans notre association. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à utiliser My Hobby App. Si vous n'avez pas d'assaut à votre portée, nul doute que quelque part autour de vous, il y a un joueur. Et on est quand même nombreux, les mecs. Donc voilà, si vous n'avez pas vraiment accès à une association, vous allez sans doute en fait pratiquer un hobby beaucoup plus solitaire. Mais néanmoins, mettez toutes les chances de votre côté, entourez-vous et utilisez pour ceci tous les moyens. Vous allez sur le Warfo, vous dites dans quel département vous êtes, vous allez trouver des gens, c'est une certitude. Donc
Si à côté de ça, vous vivez, bien, par exemple, dans une grande ville et que vous avez l'embarras du choix du côté associatif de la force, eh bien, ciblez bien votre cible. Rendez des petites visites à différentes associations. Honnêtement, en général, en une soirée, on capte tout de suite l'esprit qui va régner autour des tables. Vous demandez à faire une petite initiation ou tout simplement venir en visiteur, vous ramener quelques bières, ce sera toujours apprécié. Honnêtement, en une soirée, vous allez tout de suite capter ce qui va se passer autour des tables, hein. Ça me paraît assez évident. Putain, je fais une émission à destination des piou-piou et je leur conseille de ramener des bières. Ouais, c'est tout moi ça, c'est tout moi. Donc finalement, si je fais la synthèse de tout ça, pourquoi je vous propose de trouver des copains de hobby de toutes sortes, hein, que ce soit vos copains de galère, le mentor, l'association, le petit cercle numérique, bah, tout simplement, le but à long terme, même à moyen terme en vérité, c'est de vous entourer, de vous former un petit cercle à la fois composé de copains de hobby sympas, réguliers, partageurs. Voilà, tous les domaines de votre hobby y gagneront très très largement plutôt que de mener un exercice strictement solitaire. Enfin, du moins, personne, je pense, en 2025 n'a un hobby strictement solitaire car tout le monde partage sur les réseaux. Mais néanmoins, le réseau, ça ne fait pas tout. Il faut du tangible, il faut du présentiel, il faut de la rencontre, il faut se confronter un petit peu à la réalité, y compris avec des gens qu'on ne connaît pas. Et pour ça, en fait, l'association, c'est tout simplement le meilleur moyen, si tant est que vous en trouviez une qui vous convienne. Et pour avoir moi-même fait l'expérience, eh bien c'est pas si évident que ça, que de se faire un cercle de hobby un petit peu sur mesure. Moi-même, en fait, dans mon cercle de hobby, il y a beaucoup de profils en fait différents. Il y a des gars qui adorent jouer dur, mais moi, à vrai dire, je m'adapte quoi. Je m'adapte à eux. Je sais en fait qui je rencontre quand je fais une partie. Je sais à quoi m'attendre et en fait à chaque fois ça se passe bien. Donc possiblement en fait vous pouvez ouvrir cette voie-là, la voie en fait du wargamer un peu multi-outils quoi. Un joueur a plusieurs options qui est capable aussi bien de faire un peu du compétitif, un peu méta sur les bords que de faire un pur exercice narratif, que de faire même du board in action, des trucs qui ressemblent plus à des jeux de plateau, que de faire de l'atelier peinture collaboratif. Bref, ces portes-là, finalement, c'est à vous de les ouvrir, c'est à vous de trouver tout simplement quel type de wargamer vous êtes. Et donc, concernant cette idée-là, bah, je ne peux pas vous venir en aide, mes très chers piou-piou, c'est vous et vous seul qui avez la réponse. Et en fait, et si on part dans un cas où le jeu, finalement, le jeu en lui-même, il ne vous intéresse pas plus que ça, eh bien, vous allez en rester à un hobby composé uniquement de projets esthétiques eh bien, qui vous feront du bien. Donc en fait, y compris dans un exercice solitaire, moi je vante assez souvent les mérites du hobby et en fait, de sa propension à la création. Cet exercice de projet esthétique seul, il est, à mon sens, très positif. Mais d'un point de vue très personnel, je trouve quand même que ne pas jouer est une erreur. Car le jeu, eh bien, quoi d'autre finalement dans le hobby vous confronte le plus au réel? C'est ça en fait, c'est le jeu. Et la vie en elle-même est un jeu. Donc moi, pour moi, le hobby sans jeu, je le conçois, je le comprends, mais à mon sens, il reste quand même une erreur, car vous passez complètement à côté de l'aspect social. Cet aspect social qui, bah, dans votre cas, en fait, ne sera limité que au petit cercle numérique, donc quelque part qui est débarrassé de sa composante la plus humaine. Et c'est bien dommage, en fait, de pratiquer un hobby qui se débarrasse complètement de la composante humaine, à mon sens. Donc, bah, mes très chers piou-piou, entourez-vous, c'est tout simplement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Bon, on va passer à un autre morceau, et à vrai dire, c'est le morceau très gros. C'est le gros morceau qui va faire très peur aux piou-piou. Il s'agit naturellement de la peinture. Donc, concernant la peinture, bah, inévitablement, on fait face au même constat que précédemment. Vous allez être confronté à une immensité dans l'offre numérique. Donc, vous savez pas par où rentrer, bah, vous allez quand même devoir faire le job, quoi. Vous allez devoir tout simplement cibler
suivant votre niveau. Car, mes très chers piou-piou, là, vous en êtes au point où vous devez tout simplement apprendre à peindre. Donc là, on va rejoindre quelque part le côté éducation dans la chose. Donc, cette offre numérique immense, faut pas vous y jeter corps et âme, comme ça, sans trop savoir où vous allez. Donc là, on va en revenir en fait à vos petits cercles énoncés précédemment, vos copains de hobby. Vous allez tout simplement leur demander quelles sont les meilleures options pour vous. Vous allez devoir tout simplement cibler suivant votre niveau. Il est possible d'apprendre à peindre en accompagnant en fait votre apprentissage d'un créateur par exemple qui n'a pas du tout le même niveau que vous. À vrai dire, c'est une connerie que j'ai faite moi-même ça. Quand j'ai repris le hobby il y a 5 ans et que j'ai peint mon premier intercesseur Blood Angel, à vrai dire, j'ai pas cherché longtemps. J'avais pas envie de passer des heures sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo d'Assaut Intercessors Blood Angel peinte par Trovarion Miniatures. Bon, le gars, il a un niveau absolument pharaonique, et d'entrée, ce qu'il a fait, ça m'a énormément plu, et je me suis dit, ok, je vais faire pareil. Naturellement, je n'avais pas du tout le niveau suffisant pour faire pareil que lui, mais néanmoins, j'ai essayé très fort, et donc, et donc ce que lui faisait en 1 heure dans sa vidéo, moi, je l'ai fait en 10. Mais néanmoins, c'était une bêtise. J'ai suivi tout simplement, en fait, un contenu qui n'était pas du tout à la hauteur de mon propre niveau. C'était tout simplement inadéquat. Donc, l'apprentissage, il est assez indispensable dans un sens. C'est que vous devez apprendre à peindre et à aucun moment, en fait, cette partie-là ne peut s'improviser. Si vous ne vous renseignez absolument pas, que vous prenez des pinceaux, des peintures et une figurine, vous allez faire de la merde, c'est une certitude, à moins d'avoir connu en fait une petite expérience préalable dans les domaines de la peinture, du dessin, des beaux-arts, que sais-je. Donc, si vous faites ça, ça va peut-être finir sur un Discord en mode regardez, piou piou, j'ai fait caca dans un bol, quoi. Non, faites surtout pas ça, les mecs. Ne peignez pas une figurine sans un minimum, vraiment un minimum en fait d'apprentissage. Donc l'apprentissage, il est indispensable. Donc dans les sphères numériques, à vrai dire, les bons candidats ne manquent pas, mes très chers piou-piou. Il y a plein de gens en fait qui se sont donnés pour vocation de vous accompagner. Donc si on en reste sur YouTube, je ne veux pas parler des cercles médiatiques anglo-saxons aujourd'hui. Mes très chers piou-piou, peut-être que vous n'avez pris que anglais LV2, que vous n'êtes pas encore au point. Mais néanmoins sur YouTube, il y a plein de gars qui font ça. Apprendre la peinture sur figurine. Le mec, il fait ça depuis longtemps. Il a 36 milliards de playlists dédiées au piou-piou. Honnêtement, vous en apprendrez beaucoup là-dessus. En plus, je trouve qu'il explique très bien. Il fait pas du tout l'impasse sur des fondamentaux comme la dilution, par exemple, chose que font énormément de peintres. Le mec t'explique jamais comment il dilue sa peinture. Lui, il le fait très bien. Il y a Dimitri de chez Minisocle qui est assez adorable en la matière. Lui, c'est vraiment des petites vidéos thématiques, mais néanmoins des trucs en fait qui vont parler à tout le monde. Il a fait énormément aussi de contenu. Lui-même est un peintre d'excellence, c'est clair et net, mais il a fait énormément de contenu dédié aux débutants aussi. Si vous allez voir du côté de la méthode RAF, RAF, ce bon vieux RAF qui vous donne également pas mal de méthodes prêtes à l'emploi et franchement à vocation à nourrir en fait l'esprit des débutants. Franchement, il fait ça très bien. Bref, finalement, à vous de trouver ce qui vous plaît. Encore une fois, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, accompagné d'un mec que vous aimez bien écouter. Et le conseil quand même, parmi en fait cette jungle de l'apprentissage de la peinture sur un ordinateur, c'est vous allez quand même devoir séparer bien le contenu qui va vous apprendre du contenu qui va vous inspirer. Le contenu qui va vous inspirer, vous ne pourrez pas y échapper. À vrai dire, il suffit que vous ayez un compte sur n'importe quel réseau social, que vous vous abonniez à plein de trucs de figurines, chose que vous allez faire immanquablement.
Bah voilà, des figurines de fous furieux, vous allez en voir tous les jours. Donc, séparez bien ces deux types de contenus-là. À vrai dire, il y a un contenu qui va servir véritablement votre apprentissage, et l'autre, eh bien, c'est pour la beauté, c'est pour le fun également, c'est pour s'inspirer. Mais bon, dans votre cas, en tant que débutant, il faut vraiment marquer une frontière nette et précise entre ces deux domaines. Bon, et dans tout ça, dans tout, en fait, c'est peintre, slash influenceur, slash formateur en ligne, n'écoutez pas tout ce que ces mecs veulent vous vendre. Parce que dans la plupart des cas, eux, en fait, youtubeurs, c'est leur métier. Donc, naturellement, ces vidéos, elles vont souvent s'accompagner de sponsors, de partenariats, de trucs, parfois de trucs très bien en vérité, de trucs très légitimes. Mais voilà, ne prêtez pas une oreille plus attentive que ça à ce genre en fait de remarques, parce que tout simplement ces mecs, c'est leur métier et ils ont quelque chose à vous vendre. Bah tiens, en parlant de ça, c'est quoi la seconde option ? Eh bien, c'est la formation en présentiel. Et ouais, putain, je me merde. J'ai fait un magnifique lien de cause à effet là. C'est magnifique. Bref, ouais, moi aussi j'ai quelque chose à vous vendre. Eh bien, c'est une formation de peinture en présentiel. Donc ici aussi, naturellement, n'écoutez pas tout ce que je vais dire, parce que là, j'ai quelque chose à vous vendre. Donc ça peut être une fourberie de ma part. Mais bon, ici, naturellement, je devais devoir quand même prêcher pour ma propre paroisse. Apprendre en numérique, honnêtement, c'est très bien. C'est même quelque chose que j'ai moi-même fait. Mais apprendre en physique, là, les gars, c'est pas du tout la même tambouille. Qu'est-ce que vous... Voilà, la présence physique, ça va vous amener, mais énormément plus. Vous allez tout simplement vous détacher du format à l'écran et vous allez avoir devant vous un mec qui, concrètement, le pinceau en main, va vous expliquer comment diluer une couleur, comment appliquer une base, comment appliquer une encre, comment bien faire un shade, comment faire du métal, comment en fait gérer son pinceau pour faire du edge highlight. Bref, la présence physique, en fait, tout va devenir tangible et en fait, la courbe de progression n'a absolument rien à voir comparé à une expérience 100% numérique. Donc en gros, une formation de peinture pour 100 balles pour une journée, tu vas avoir 2 ans de progrès devant toi. Franchement, en une journée, quelqu'un, donc comme moi ou n'importe lequel de mes collègues, on est quand même pas mal en termes de formation peinture. Il y a Salaise, il y a Creed, il y a Nico Prime, on est quand même assez nombreux. Moi je n'ai même pas encore commencé officiellement, ça ouvre le mois prochain. En novembre, normalement, tout est en ligne, tout le Ruralamer Studio ouvre. Mais en gros, dans les cursus que je vais proposer, et comme tout le monde fait, à vrai dire, j'aurai clairement une journée de cursus formation au pinceau technique Eevee Metal. Ça dure une journée, ça coûtera 100 balles. Et au terme de cette journée, mon très cher Piu-Piu, crois-moi que devant toi, tu auras une autoroute, quoi. Tu auras au moins 2 ans de progrès à faire devant toi. Une fois ces bases acquises, une fois tous les petits gestes de pinceau assimilés, honnêtement, c'est l'aventure. C'est l'aventure, et aventure sur laquelle tu peux greffer ensuite une formation à l'aérographe. Et donc là, je peux faire le parallèle avec ce que moi a été ma découverte de la peinture. Je suis resté 1 an et demi tout seul avec des techniques de pinceau assez erratiques que je nourrissais via du contenu Patreon, YouTube, que sais-je. Et ensuite, je me suis décidé à me former véritablement. Et là, j'ai passé 5 jours en compagnie de cher ami de chez Salaise. Et là, après ça, devant moi, c'était même pas une autoroute en vérité, c'était la Voie lactée. Tu vois, j'avais absolument tous les outils en main pour vivre une expérience de hobby véritablement passionnante et débarrasser quelque part de toutes ces caractéristiques techniques les plus chiantes. C'est-à-dire que, maintenant, il n'y a plus de défi particulier à gérer mon pinceau ou mon aérographe. Ce sont des outils sur lesquels j'ai été formé. Et donc, en fait, tout le côté chiant, la maintenance, l'entretien, le nettoyage, la dilution et blablabla, tout ça, maintenant, ce sont des mécaniques sur lesquelles je suis impeccable. Et une fois débarrassé de tout le chiant, il nous reste la créativité. Et c'est une fois, en fait, qu'on a acquis un peu toute la science que véritablement, on se lâche du côté de la peinture. Bref, la formation en présentiel, ça vous offrira tout ça. Donc ça a un coût, naturellement, ça a un coût. Mais bon, faites-vous la réflexion.
Pour 100 balles, vous avez quoi? Vous avez même pas une combat de patrol, c'est-à-dire une petite boîte pas terrible, ou une journée entière de formation qui, honnêtement, vous fera un bien fou. Donc là, c'est à vous de voir, hein. Tout le monde a ses priorités dans la vie. Moi, honnêtement, avant d'ouvrir moi-même un petit centre de formation, j'étais déjà complètement convaincu en fait des énormes bénéfices que représentait la formation en présentiel. Naturellement, depuis, je n'ai pas changé d'avis et j'ai même tellement pas changé d'avis que je me suis décidé à le faire moi-même. Et en fait, dans mon petit itinéraire de hobbyiste, mon très cher Piu Piu, si j'ai quelque chose à partager avec toi à ce sujet, c'est que ces gens, en fait, qui n'ont jamais été formés physiquement, désormais, je les reconnais. Je les reconnais. Tout simplement, c'est des gars qui font du hobby depuis parfois longtemps, qui se sont cantonnés uniquement à un apprentissage sur YouTube. Tant et si bien, que ça m'est déjà arrivé de croiser, par exemple, un gars avec 5 ans de peinture au compteur qui ne savait pas diluer ses peintures. Et ça, en fait, quand ça fait très longtemps que tu peins, que tu essayes plein de techniques et tout, et que, en fait, t'as jamais appris à diluer, ça, c'est tout simplement qu'il y a eu personne devant toi qui t'a dit « Oh mec, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, ta peinture, faut pas la diluer comme ça. » Bref, la journée en fait de formation présentielle va te mettre à l'abri de ça, mon très cher Piu Piu. Moi, diluer une peinture, c'est le premier truc que je vais t'apprendre, quoi. C'est vraiment le fondamental. Ou alors, on croise parfois également des gars, ça fait 8 ans, qui peignent des figurines en brossage à sec. Donc là, idem, il y a un manque cruel en fait de formation. Si ce mec-là avait fait voir en fait ses figurines à un formateur en peinture, on lui aurait tout de suite dit que ça n'allait pas, quoi. Tu fais pas, par exemple, une figurine organique en brossage à sec. Le brossage à sec, c'est pour peindre de la matière sèche, minérale, métallique, mais pas vivante. Tu fais pas du brossage à sec sur des trucs vivants. Bref, il y a parfois des énormes fondamentaux de la peinture sur figurine que les gens ratent complètement depuis le tout début. C'est-à-dire qu'ils ratent quelque chose de fondamental et en même temps, ils vont aller commencer à s'intéresser à des trucs du genre le glacis, l'OSL, des techniques véritablement très poussées. Et donc ça, c'est une énorme erreur en vérité. Et ce type d'erreur vraiment fondamentale, pour l'éviter au maximum possible, une journée de formation au pinceau. Tu l'as fait chez qui tu veux, mais en tout cas, elle te sera, à mon sens, mais inestimable dans ta progression. Et à mon avis, ça te plaira tellement que tu auras envie, quelques années plus tard, de remettre un billet pour te former à un autre outil comme l'aérographe. Donc bref, si je résume un petit peu l'apprentissage de la peinture, tout est bon, en vérité. Tout est bon à condition qu'on fasse les choses intelligemment. Il faut suivre du contenu adapté à notre niveau. Il faut pas vraiment s'éparpiller. Et si vous avez l'occasion de faire ne serait-ce qu'une journée de formation au pinceau en présentiel, franchement, foncez. Pour une centaine d'euros, c'est à mon sens le meilleur investissement possible dans votre apprentissage. En tout cas, si on se met à fantasmer ce que sera votre première année de peinture, dans cette première année de peinture, honnêtement, moi, mes très chers pupus, je vous conseille une prise de risque absolument minimale. Faut pas vous éparpiller. Faut pas prendre des risques inutiles. Clairement, votre premier projet, faites pas les marioles à vouloir faire, je sais pas moi, des techniques de fou, genre de l'huile, des OSL, etc. Honnêtement, restez-en à la bonne vieille technique Heavy Metal, qui est à mon sens la technique la plus formatrice en termes de précision, de dilution, d'application. Ok, ça va être pénible, hein. Cette première armée, elle va vous prendre un temps fou pour un résultat qui sera toujours modeste. Mais en fait, dans cette première année, vous avez tout simplement besoin de gagner ce que vous n'avez pas encore naturellement, c'est-à-dire la patience, la précision, le geste, toute la gestuelle en fait du pinceau, c'est très important, et également la discipline. Et donc cette première année de peinture, ce premier projet peinture, faites-le sans trop d'excentricité.
Bon, puis puisqu'on commence à parler d'un premier projet, concrètement, ce premier projet, mon très cher Piu Piu, tu commences par quoi? À vrai dire, il y a deux options. Soit tu pars pour un premier véritable projet d'armée. Voilà. Tu as choisi ta faction, tu en es tombé amoureux, tu veux tout de suite en fait te lancer dans le grand bain qui consiste à réunir une armée entière. Donc pour ça, naturellement, tu vas t'orienter vers certains types de boîtes comme les Patrol Box, les Battle Force de Noël ou les Battle Force Collector comme il en sort régulièrement. Et autour de ça, tu vas tisser en subissant de plein fouet la politique tarifaire délirante de la maison mère Game Workshop. Donc en tout cas, il faudra accepter que ce premier projet porte les stigmates d'un premier projet. Moi, si j'en viens à mon cas en Blood Angel, naturellement, c'est une armée qui porte en elle tous les défauts d'une première armée. Elle regroupe pas moins de, il y a peut-être 5 ou 6 niveaux de peinture différents dedans, mais néanmoins, c'est ma première armée et je l'aime. Elle est très importante, cette première armée. Ne faites pas ce choix à la légère. C'est une armée qui va vous suivre très très longtemps. Donc franchement, dans ce thème-là, c'est le cœur et les tripes avant tout. Et surtout, n'écoutez pas les conseils, entre guillemets, du genre « c'est trop difficile à peindre ou à jouer pour un débutant ». Non, ça je suis en désaccord fondamental là-dessus. Il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Par exemple, vous vous pointez à l'assaut, ah ouais, j'hésite entre Mechanicus, Drukhari et Cult Genestealer. Là, honnêtement, vous allez faire face à une levée de bouclier qui va vous expliquer que non, ces figurines sont impossibles à peindre, les règles sont extrêmement compliquées. Moi, j'ai pas du tout envie de suivre ça. À mon sens, dans Warhammer 40 000, il n'y a aucune faction que je déconseillerais à un débutant. Alors certes, il y a toujours des factions plus compliquées à peindre que d'autres et tout, mais en vérité, c'est tout simplement une question de méthode et je ne trouve pas qu'un culte Genestealer soit vraiment beaucoup plus difficile à peindre que du Space Marine. C'est juste une méthode différente et pour un culte Genestealer, en fait, ça se prêtera plutôt bien à de la peinture contraste, tandis que au Space Marine, pas du tout. Néanmoins, le Piu Piu, parfois, il peint des Space Marine à la contraste, mais ça fait des grosses taches dessus. Il devrait en fait poser une question du genre Piu Piu, pourquoi ça fait des tâches quand je peins un Space Marine? Eh bien, c'est tout simplement que tu utilises le mauvais outil, mon très cher Piu Piu. Est-ce que moi, je nettoie mes carreaux avec du goudron? Non. Donc, ne peins jamais un Space Marine avec de la contraste. Il n'y a que Zag sur le Discord qui ait le droit de faire ça. Donc voilà, moi je ne déconseille aucune armée et donc ce premier projet d'armée, du moins si vous choisissez cette option-là, elle peut être tout à fait cool et on peut se fixer quelque chose du genre 1000 points en un an. Pour un débutant, à mon sens, c'est le bon ratio parce que le débutant, il va tout simplement mettre beaucoup de temps à peindre. Mais seconde option, mon très cher Piu Piu, cette seconde option, quelque part, peut-être qu'elle est meilleure. C'est une option qui va consister à toucher à tout. Et concernant ce côté touche à tout, il y a quelque chose d'assez répandu désormais qui existe, ce sont les collections Hachette. Donc parlons un petit peu de la dernière en date, Combat Patrol. Donc si je dois être honnête, moi, Combat Patrol, cette collection, je ne lui trouve absolument aucun intérêt. Je ne vois vraiment pas quelle est l'utilité de rassembler un maximum de patrouilles différentes. En plus, ce sont des patrouilles qui ne seront plus couvertes en termes de règles. Non, là, honnêtement, moi, cette collection-là, pour mon usage, je trouve que c'est nul. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Je voyais vraiment l'intérêt de toutes les précédentes qui se concentraient sur des factions en particulier. Donc là, naturellement, c'est un outil précieux, par exemple, pour monter une collection, comme on a pu le faire avec Conquest pour de la Death Guard et des Ultramarines. Dans Imperium, c'était Necron, Space Marine aussi. La collection Stormbringer en AOS, elle était super aussi. Bon, cette Combat Patrol, moi, je la trouve aux fraises. En tout cas, pour mon usage, à aucun moment, je mets 1 euro là-dedans. Cependant, comme j'ai pu en parler dans l'émission consacrée aux éditions Vachette, comme je les avais appelées, pour moi, par contre, c'est un outil de rêve, justement, pour le débutant. C'est vraiment une piste taillée sur mesure pour vous, mes très chers Piu Piu. Côté peinture, vous allez pouvoir respecter à la lettre un guide, mais archi complet.
honnêtement, j'en avais parlé, hein, c'est vraiment un accompagnant de qualité pour vous apprendre la peinture sur figurine. Et là, cette fois, tu vois, c'est sur du papier avec des photos. C'est pas le même rapport qu'on a par rapport à un visionnage de vidéos YouTube. Honnêtement, ça peut être très très cool et en plus dans un budget contenu, c'est-à-dire que pour une cinquantaine d'euros par mois, vous aurez un guide de peinture, des figurines, des pinceaux, des pots et en fait, en suivant à la lettre tout le contenu pédagogique de ces fascicules, honnêtement, vous allez pouvoir devenir un peintre très convenable au bout de cette année d'abonnement. Et en fait, tout est pensé en fait hein, pour se faire en synergie avec quelqu'un qui découvre le hobby. Dans les guides, en fait, les pots de peinture, par exemple, ils ne vous sont pas offerts par hasard. Tous ces pots vont servir véritablement à peindre le contenu de cette collection-là. Et donc là, l'énorme avantage, naturellement, c'est que vous allez pouvoir toucher à tout. Vous allez peindre du Space Marine, du Tyrannide, du Necron, que sais-je, à peu près, bah voilà, toutes les patrouilles du jeu, quelque part. Donc, bah, ça peut être un usage très, très cool pour un premier contact avec Warhammer. Il ne vous permettra pas de véritablement jouer, ça c'est clair. Vous allez également vivre en fait une expérience en modélisme et en peinture diminuée par rapport en fait à ce que pourrait consister l'achat d'une gamme de peinture entière. Là en fait ça va vous être distribué au compte-gouttes. Mais néanmoins, honnêtement, l'exercice, il peut être très sympa hein, pour une première année de hobby en mode relax avec des figurines qui arrivent dans votre boîte aux lettres régulièrement. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même une option pas dégueulasse. Le problème, c'est que, à mon avis, durant le même laps de temps, va vous venir l'envie de votre propre armée. Et donc là, vous allez vous mettre en fait à faire un projet parallèle à ce projet Combat de Patrol et vous allez commencer à cumuler. Et voilà, ça va vous donner un truc un peu chaotique. Comme je vous l'avais dit, ne vous éparpillez pas. Donc j'ai envie de dire, il faut choisir soit un projet d'armée, soit un projet touche à tout, et donc les collections Hachette, pour ça, sont sans doute le meilleur investissement possible. Et donc si on commence à parler d'investissement, on va devoir parler un petit peu de thunes, mes très chers Pupiou. Bah là, malheureusement, j'ai plus du tout de solution miracle à vous proposer, hein, sorry. On en a parlé moult fois, désormais Game Workshop, c'est du délire en termes de finances. Et donc là, bah, j'ai tout simplement pas d'alternative désormais. J'ai pas d'alternative à vous proposer pour payer votre hobby moins cher. Non, ça n'existe plus. Naturellement, vous allez trouver ça à moins 20% chez les revendeurs. Mais bon, ces revendeurs, malgré leurs 20%, ils font 20% sur des produits qui ont subi une inflation délirante. Et ça, on ne peut plus la contourner. Les petites annonces s'alignent naturellement sur cette inflation délirante. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est d'éviter la précipitation. Tout comme je vous ai conseillé d'éviter de vous éparpiller, eh ben, éviter l'achat précipité, honnêtement, c'est toujours payant. Exemple très concret dans mon cas, voilà, il y a quelques mois, je me disais, ah merde, putain, j'ai besoin quand même de Rhino. Je m'achèterais bien également un Dreadnought Léviathan. Et après, tu regardes les prix, tu fais, ah merde, putain, ça pique, quoi, j'ai pas envie de mettre 40 € dans un Rhino de merde. Et puis, un Léviathan, là, c'est pas 40 €, c'est beaucoup plus cher, c'est 60 ou 70. Voilà, ça me faisait chier de payer des boîtes à l'unité comme ça. Je me suis dit, ah non, tant pis, j'attends un peu. Bah, il y a quelques semaines, ils m'ont sorti une petite boîte Army Box Hérésie Horus où dedans, j'ai à la fois un Rhino et un Léviathan avec 20 légionnaires et une petite grappe d'armement supplémentaire. Voilà, je me suis pas précipité, bah j'ai été récompensé. Honnêtement, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Donc en fait, quel que soit ce que vous cibliez, un peu importe, admettons, vous êtes joueur Necron, vous avez la collection Imperium, mais bon, il vous manque quand même pas mal d'unités destroyers, vous avez envie d'avoir des Ophidiens, des destroyers lourds, des Scorpèques pour agrandir vos escouades et tout. Bah, là, on parle d'achat de boîtes à l'unité. Vous allez en avoir pour 200 balles et vous n'aurez rien sur table. Hein. C'est vraiment du vol. Voilà, 4 boîtes, maintenant, c'est 200 € et vous n'aurez vraiment pas grand-chose. Attendez
un jour, en fait, sortira immanquablement une nouvelle petite Combat Patrol, une nouvelle petite Battle Force de Noël ou pas, où il y aura plusieurs unités Destroyer Necron. Donc la non-précipitation, elle est toujours payante, même si parfois ça nous emmerde, parce que pour finir une liste, parfois, on a besoin de tel ou tel type d'unité, et tant qu'on les a pas, l'armée n'est pas finie. Donc c'est quand même assez chiant. Donc mes très chers Piu Piu, je n'ai fait finalement que vous donner des pistes, des premières pistes dans votre expérience de hobby. J'espère qu'elles vous auront inspiré. Et ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé vraiment de jeu à proprement parler. Du côté du jeu, en fait, vous commencez par quoi? Eh bien, les mecs, vous allez pouvoir commencer par... on a à disposition désormais toute une batterie en fait de formats qui sont véritablement débutants friendly, que ce soit Spearhead, Combat Patrol, Boarding Action, tout ça en fait c'est du petit projet à 500 points, très sympa, pas trop cher, qui vous offriront en fait une expérience de peinture très variée. Là, à vrai dire, si on pense aux collections Hachette, c'est peut-être un petit peu cumulable cette affaire. Mais en tout cas, tous ces formats-là, ils ont prouvé en fait leur valeur. Bon, sauf Combat Patrol, qui a été un peu un raté. Je pense qu'ils vont largement corriger le tir en V11 pour nous proposer quelque chose d'au moins aussi qualitatif que Spearhead. Et concernant Boarding Action, je ne tairai jamais tout le bien que je pense de ce format, et à vrai dire, j'ai plus d'une fois fait des initiations avec des débutants complets dans Warhammer 40 000, et ça s'est très bien passé. Pour moi, Boarding Action, c'est une excellente porte d'entrée. Donc bref, je vais pas parler plus que ça du jeu en lui-même, mais néanmoins, vous avez maintenant toute une batterie de formats 500 points qui sont très cool. Et à vrai dire, en ce moment, le meilleur, c'est clairement Spearhead. Spearhead, vous achetez une boîte, hop, 100 €, vous avez votre Spearhead, vous la montez, vous la peignez, vous la jouez. C'est véritablement excellent. Et dernier petit conseil, mes très chers Piu Piu, faites des décors. Ouais. Il faut peindre une table, c'est absolument indispensable. J'ai pas trop parlé de modélisme aujourd'hui, parce que globalement, le modélisme, c'est un coup de cutter, un petit coup de lime et de la colle. Vous êtes des grands garçons, même si vous faites piou-piou sur les réseaux. Mais donc voilà, le modélisme bof, quoi. Je vais pas vous aiguiller là-dessus. Par contre, faire une table avec vos copains et tout, ça, les gars, si vous débutez dans le hobby, et que vous avez un petit peu envie de mettre les mains dans le plâtre, dans le sable et dans le gravier, faites-vous des petits décors avec vos potes. C'est une expérience, mais incontournable. À vrai dire, quand j'ai débuté Warhammer du haut de mes 11-12 ans, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, quoi. J'avais 3 petites boîtes d'hommes lézards. Le truc que j'ai fait ensuite, c'était de construire des collines avec des arbres dessus. Et c'était tellement trop bien. Parce que là, en fait, c'est vraiment l'expérience la plus tangible du monde, quoi. Ça se fait avec des matériaux que vous achetez à Bricorama, des trucs comme ça. Vous allez vous régaler, mes très chers Piu-Piu, dès lors que vous allez commencer à faire des décors. Et si vous les faites avec vos copains de galère, vos copains de hobby, sur conseil de votre mentor, en faisant voir vos photos sur votre petit cercle numérique et ensuite en les amenant à l'association du coin, on est sur une expérience de hobby absolument merveilleuse. Donc voilà, c'était mon petit message du jour à vous tous, mes très chers Piu-Piu. Sachez que malgré toutes mes remontrances, je vous aime d'amour quand même, car moi-même, j'ai été un petit Piu-Piu, mais néanmoins dans un monde qui était bien différent de celui dans lequel vous évoluez maintenant. Un monde de plus en plus massif, de plus en plus numérique, de plus en plus bruyant, dans lequel un petit Piu-Piu rencontre de plus en plus rarement une oreille attentive à ses besoins. Mais néanmoins, de temps en temps, vous avez besoin d'un petit coup de pied au cul également, on ne va pas se mentir. Donc mes très chers Piu-Piu, je vous souhaite à tous une excellente découverte du hobby. Sur Huralhammer, tout le monde sera là pour vous aider. Tout le monde sera là pour vous faire remarquer que aujourd'hui vous avez posé une question qui faisait un peu trop piou-piou à leur sens, mais ce sera toujours avec le sourire naturellement. Voilà, c'était ma petite
ode du jour pour les débutants à Warhammer, et gageons que ces débutants, je pense qu'ils vont arriver assez massivement dans les années à venir, entre les jeux vidéo, entre les collections Hachette qui parlent de plus en plus de monde, et surtout à une potentielle série Amazon. On n'a pas fini d'entendre des piou-piou dans nos petits nids de jardin. Ça va piou-piouter sévère dans les années à venir. Mais néanmoins, on sera là pour vous accueillir, les mecs, mais on sera là aussi pour vous botter le cul. Faites-nous confiance, la Rural Hammer Team veille au grain. Je vous embrasse. Mes très chers piou-piou, je vous embrasse également tous les autres, mes très chers ruralistes. On se retrouve bientôt pour une petite émission qui vous réchauffera le cœur en ces jours où l'automne devient de rigueur. Je vous embrasse, portez-vous bien, bonne peinture et bon jeu les amis, à plus tard.